car écrire, et comme je le dis très souvent, est un véritable plaisir. Nous avons conclu des sujets, un sujet pour chaque classe, à partir duquel il faut construire un texte cohérent où il faut soigner la langue de Molière à travers la syntaxe, l'orthographe, bien sûr employer notamment les figures de style et un champ lexical thématique. Je vous laisse, chers publics, en compagnie de ces jeunes talents, ces jeunes écrivains qui se sont surpassés pour vous séduire aujourd'hui. Bonne écoute. Un nouvel an glacé. J'avance avec prudence sur les pavés givrés et j'ai l'impression de marcher au bord d'un précipice. Je manque de déraper à chaque pas. Pourtant, je suis sereine. J'ai le sentiment de délaisser des années de collège derrière moi. Lorsque je me retourne, je les vois en équilibre précaire sur le rebord du trottoir. Un simple coup de vent et ils finissent sous les roues de la prochaine voiture. Je continue de marcher, perdu au plein milieu du désert de mes rêves douteux. Un pas après l'autre, le sang de la semelle de mes chaussures qui claque contre le bitume se répercute dans mon crâne. J'ai la vague impression d'être déjà passé par là. Puis d'un coup, comme une évidence, un éclair traversa mon esprit et mes souvenirs défilèrent sous mes yeux, comme dans un film, me retrouvant propulsé 2 ans en arrière. Tout a commencé un 31 décembre. J'étais seule, enfermée dans ma chambre, dans mon lit, à minuit 8, contemplant la peinture craquelée du plafond, à attendre que Morphée daigne me bercer. Il n'y a rien de plus reposant pour un début d'année que d'écouter le silence, puis les pétards et les cris qui viennent le briser. Et cela dure longtemps, trop longtemps, comme pour me rappeler mon amertume, coincée bien loin de ceux qui font la fête. Mes parents m'avaient puni, interdiction formelle de sortir. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de descendre, prendre mes chaussures, mon manteau et m'échapper de la maison pendant 1 heure ou 2. Juste moi, dans l'air frais d'un vendredi matin, un peu comme noyée dans l'adrénaline d'un semblant de fugue, juste pour être, pour quelques instants, seule et heureuse. Plus qu'une envie, fuir est devenu un désir qui faisait battre mon sang plus fort contre mes tempes. Et sans plus attendre, je me levai et me dirigeai vers la porte de la maison. Ce jour-là, la pluie s'abattait sur toute la région. D'épais nuages calcinés prirent possession du ciel. Il ne faisait pas chaud, mais il ne faisait pas froid non plus. En ces jours pluvieux, j'avais pour habitude d'observer les rues spongieuses, ainsi que les passants pressés dégoulinant d'eau, du dos des vitres diaphanes de ma chambre. Telle une faucheuse, l'orage qui se préparait chassait tout sur son passage. Adultes, enfants, animaux de compagnie, tous, sans exception, se terraient derrière leurs fenêtres en double vitrage, ne laissant paraître comme signe de vie que la lueur jaunâtre des ampoules. Un pas nonchalant après l'autre, je marche avec un automatisme certain. Je fais le vide dans ma tête, ou du moins, j'essaye. C'est la première fois que je sors seule, la nuit, sans permission. Et j'avoue que je commence à avoir un peu peur. J'avance avec prudence tout en regardant autour de moi. La lumière d'un lampadaire inonde soudainement mon visage. Je renverse la tête en arrière, les yeux clos, un nuage blanc se formant à chacune de mes expirations et un tunnel glacé, brûlant mes narines et ma gorge à chaque inspiration. Je continue d'avancer et longe un temple grec éclairé par de larges... et longe la mairie et un ancien tribunal aux faux airs de temple grec éclairé par de larges spots de lumière. Je marche encore, les pieds sur terre, la tête dans les nuages et les étoiles plein les yeux. Je regarde le sol, les mains dans les poches, les cheveux trempés par la pluie me collant au front et je ne fais plus attention à ce qui m'entoure. Et puis d'un coup, les actions s'enchaînèrent à une vitesse fulgurante. Les voitures qui passent, les lampadaires qui éparpillent leur lumière sur le bitume détrempé, la noirceur de la nuit, l'air glacial et puant. Autour de moi, l'obscurité rugit et transperce le moindre recoin de la route. Je lève les yeux et regarde avec effroi le camion qui fonce vers moi à toute vitesse. À peine le temps de pousser un hurlement et tout sera fini. Je retiens violemment mon souffle. Le chauffeur freine, soudain tendu. Les roues de son engin crissent sur le goudron. La remorque grince dans un fracas de métal assourdissant. Et ses yeux s'écarquillent, pleins d'une haine, d'une peur si féroce qu'ils en deviennent insoutenables. Alors je hurle à m'en briser les cordes vocales. Puis je m'effondrai comme une masse et sombrai dans les abysses de l'inconscience. Un jour plus tard, je me réveillais dans une chambre d'hôpital dont les murs se fondaient en une mélasse blanche et grise. La fenêtre disparaissait, et avec elle la lumière, sous les rideaux d'où viennent s'empêtrer et mourir les mouches et les taches de sang, vestiges d'anciens moustiques.
Une main, celle de mon frère, attrape mes doigts, les serre. Ça va? Je hoche la tête et respire profondément. Un pied, enveloppé dans une chaussette blanche, vient caresser ma joue. D'un mouvement de coude, je le repousse en grimaçant. Son rire enfantin ricoche dans la pièce, comme un écho dans une fallée. Cool, me dit-il, parce que tu verras, quand les parents seront là, tu seras dans de beaux draps frangines. 2 ans plus tard, cette pseudo-aventure fait encore et toujours vibrer mon cœur de joie. Le fameux goûter. Par un bel après-midi estival, on avait reçu un grand nombre d'invités. Je me suis alors dit que je pouvais faire un goûter pour leur montrer à quel point j'étais douée en cuisine. Avec toute la bonne volonté du monde, mes cousins étaient prêts à me donner un coup de main. Ainsi, j'ai mis un tablier et j'ai commencé à lire les ingrédients à haute voix. Et mes cousins me les apportaient. D'abord, on a mélangé les ingrédients du fameux goûter en chocolat dans un très grand récipient et je me sentais comme le chef étoilé d'un très grand restaurant. L'un de mes cousins a plongé dans le seau de farine, en sortit brusquement tel un fantôme et fit peur à ma cousine. Elle était abasourdie et le contenant de la pâte glissa de ses mains pour tomber par terre. Au lieu de me mettre en colère, j'ai choisi de faire un jus de fraises rafraîchissant. C'est alors que je coupais des fraises, y ajoutais le jus d'orange et mis le tout dans le mixeur. Au moment où je cherchais le couvercle, mon petit cousin appuyait sur le bouton et c'était le début de la catastrophe. Tous les murs et les meubles de la cuisine étaient tachés de rose. On pouvait croire à un tableau abstrait au musée du Louvre. Soudain, ma grand-mère apparut de nulle part. D'un air furieux, elle prit un bâton et chassa mes cousins de la cuisine. Puis, elle m'ordonna de ranger ce grand festival de couleurs. Je décidai donc de préparer le gâteau au chocolat, tout doucement et calmement. J'ai même préparé un café au lait au lieu du jus. Quelque temps plus tard, nos invités étaient fascinés par la décoration du gâteau et par le joli service à café. Les petits enfants avaient tout dévoré, par contre, les parents se sont contentés du café. Quelques heures après, ces chanceux jeunes hôtes avaient mal au ventre. Je n'avais pas compris pourquoi, jusqu'à ce que je découvre que j'avais oublié de mettre la farine. On me fit remarquer aussi que mon café était imbuvable, car il était salé. J'avais mis du sel à la place du sucre. Je ne vous dis pas, chère assistance, et je n'oserais même pas vous décrire la force de la claque que j'ai reçue, dont l'auteur n'était qu'autre que ma mère. Nos pauvres invités avaient juré, je présume, de ne plus nous rendre visite, car ils n'ont plus remis les pieds chez nous depuis ce jour. De nos jours et depuis quelques années déjà, la communication est devenue accessible à tout le monde grâce à la mondialisation. Or, concomitamment, elle a beaucoup d'inconvénients. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau social? Qu'est-ce qui le rend utile ou nocif? En quoi pouvons-nous nous engager afin de lutter contre cette addiction? Un réseau social sur Internet est l'ensemble des moyens de communication en ligne mis en œuvre pour lier des personnes entre elles. Il recouvre des applications web avec multiples loisirs et vocations. L'objectif d'un réseau social est de faciliter la gestion des carrières professionnelles, la distribution et la visibilité artistique et surtout de renforcer les relations humaines et l'échange des cultures. Malheureusement, ce n'est pas tout. Il se trouve que quelques gens, en grande partie les adolescents, utilisent avec excès et exagération les réseaux sociaux au point qu'ils en deviennent totalement dépendants. En d'autres termes, ils deviennent accros à cet univers virtuel. Il y a aussi le risque de vol d'identité et de fraude. Par conséquent, les dossiers personnels des utilisateurs ont de grandes chances d'être employés par des personnes douteuses pour des activités illégales. Il se trouve que ces dernières années, en plus d'être traqués en ligne, plusieurs utilisateurs se font harceler de multiples façons. C'est ce que l'on appelle le cyberbullying. C'est un terme anglais. Certes, les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter sont nocifs pour quelques raisons. Toutefois, ils ont des avantages considérables. Ils nous permettent de communiquer plus aisément avec nos proches, de nous aider à rencontrer de nouvelles personnes et de nous faire de nouveaux amis qui parfois deviennent des amis véritables. Quoique, dans les environnements familiaux, on ne sent plus cette relation parent et enfant qu'avaient nos ascendants.
Chacun prend son téléphone portable, puis se connecte avec au quotidien. Il en résulte que les parents n'ont plus aucun pouvoir sur leurs enfants et le respect familial bat des ailes. Dans mon cas, dès que je rentre de l'école, je prépare mes devoirs dans ma chambre, seule, y révise quelques leçons, ensuite me connecte tellement que j'en oublie la notion du temps. J'en perds également ma concentration. Et à cause de cela, mes résultats scolaires et ceux de mon petit frère ont vu une énorme chute. C'est le moment de se ressaisir et de se remettre en question. Voilà donc pourquoi il faut limiter cette dépendance à l'encontre des nouvelles technologies, et cela par des moyens propres à notre entourage, c'est-à-dire choisir les moyens propices pour gérer le stress quotidien, aussi se déconnecter avec le monde virtuel pour se retrouver face au monde réel. En gros, faire une cure avec le monde, de temps à autre pour éviter les méfaits technologiques et cybernétiques. L'idéal est de savoir gérer l'équilibre entre le monde réel et le monde virtuel, vu que nous ne pouvons plus nous passer d'aucun des deux. C'est devenu un mal nécessaire. Bravo. Un réseau social est un site qui permet aux internautes de se mettre en relation et de se regrouper sur la base de leurs amitiés et ou de leurs centres d'intérêt communs, comme par exemple des goûts, des passions ou même en fonction de leur vie professionnelle ou scolaire. Les réseaux sociaux facilitent l'échange d'informations, de photos, de vidéos au sein de ces groupes. C'est donc véritablement une toile, un réseau qui se forme autour d'un individu selon ses préférences, ses goûts et ses intérêts. Mais il n'y a pas que de bons côtés. Les réseaux sociaux sont extrêmement nocifs pour la santé mentale des internautes. Instagram, par exemple, n'est plus seulement qu'un réseau social. C'est devenu aussi le siège de plusieurs actes commerciaux. En effet, il existe une communauté assez importante, appelée les influenceurs. Ces derniers sont payés par une marque quelconque en échange de faire les louanges d'un produit de beauté miracle, d'un sport insolite, d'une voiture luxueuse ou d'un hôtel de renom par exemple. Leur vie paraît donc parfaite, contrairement à celle de l'adolescent derrière son écran. Ils se sentent donc inférieurs à ces personnes qui jouissent d'une autorité sans pareil, qui s'expriment aisément et qui se mettent en avant en vue d'afficher leurs acquisitions. Mais il y a également Facebook. Chaque année, les inscrits sont de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus jeunes. Certains n'ont même pas encore atteint l'adolescence et s'amusent déjà à publier des photos et vidéos dévoilant des informations personnelles sans aucune surveillance ou implication de la part des parents. Si le compte n'est pas privé et s'ils s'amusent à chatter avec n'importe qui, le compte deviendra rapidement le théâtre de cyberharcèlement, de pédophilie, de commentaires déplacés voire agressifs. Les relations parents-adolescents ont toujours été plus ou moins compliquées. Mais les réseaux sociaux ne font qu'aggraver les choses. L'adolescent se renferme sur lui-même et met donc fin à toute forme de communication avec le monde extérieur, ainsi qu'avec ses parents. Cela en devient même une addiction, ce qui engendre disputes et tensions au sein de la famille. En ce qui me concerne, j'ai reçu mon premier téléphone portable à 10 ans. Pouvez-vous savoir ce que cela fait d'être la seule personne en classe à ne pas avoir de portable? En fait, c'est ce que j'avais dit à mes parents pour les persuader. Au début, je ne l'ai fait que pour ne pas décevoir mes amis. Cela paraissait amusant de discuter pendant des heures, de jouer à des jeux en ligne. Mais en fin de compte, il n'y avait que disputes et commérages sans intérêt. Je ne m'en servais plus tellement au final. Si vous ne voulez pas créer de compte, n'en créez pas un. Si vous refusez d'accepter une personne sur un réseau, ne le faites pas. Et enfin, si vous n'êtes pas au courant d'une nouvelle tendance ou d'un commérage qui circule sur Internet, ne vous sentez pas coupable. Ne laissez personne vous imposer ses idées, pas même les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux rapprochent-ils ou séparent-ils les individus? Dans un monde de plus en plus individualiste, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram et Twitter et des centaines, voire des milliers d'autres points d'accès permettent aux jeunes de s'ouvrir sur le monde en un seul clic. En effet, ces réseaux permettent de rapprocher des professionnels, des collègues, des amis, des membres d'une même famille. Cependant, une catégorie de gens se dévoile tellement qu'elle s'en retrouve nue sur la toile, en exposant sa vie et son quotidien, et en publiant ses propres photos ou les propres photos d'autres personnes, sans pour autant penser aux conséquences fâcheuses que cela pourrait engendrer. Or, il y a des avantages dans la mesure où ces mêmes réseaux permettent de retrouver d'anciennes relations perdues, d'anciens camarades d'école.
ou des parents éloignés. D'ailleurs, certains y apprennent même des naissances ou des décès survenus dans leur entourage familial ou amical. C'est alors un moyen efficace pour obtenir des nouvelles de leurs proches. Par ailleurs, bon nombre de pédophiles utilisent les réseaux sociaux en vue de piéger des enfants qui y sont inscrits précocement. Parlons maintenant de la famille. Personnellement, j'ai rencontré beaucoup de problèmes familiaux à cause de ces réseaux sociaux, au point que je m'enfermais dans ma chambre pendant des heures et des heures pour me connecter sur le web. J'étais tout le temps réprimandé et sermonné à cause de cela. Et si par malheur les parents se trouvent connectés, là on assiste à une communication au sein de la famille qui baisse et qui diminue. Autrement dit, ces réseaux rapprochent des individus éloignés les uns les autres, mais éloignent les proches. Pour conclure, je me poserai une question à laquelle je vous inviterai à y réfléchir. A-t-on vraiment besoin de 2000 ou de 5000 amis virtuels, comprenant amis, famille et inconnus, pour se sentir aimé, reconnu ou accepté? Merci. Chers camarades, c'est ici que mon rêve est né, et c'est là que je le vois s'effondrer. Bientôt, moi aussi je serai enterré au même endroit. Étant petit, je souffrais terriblement de l'absence de mon père, que je n'avais jamais vu auparavant. Mon cœur était rempli de haine et de rancune envers lui. J'étais un ado indomptable à cette époque-là, ce qui faisait que tous ces sentiments néfastes se déversaient sur les gens qui m'entouraient, ma mère en particulier, qui ne cessait de me répéter à tel point le métier qu'exerçait mon père était périlleux. Mais je refusais d'entendre quoi que ce soit le concernant, jusqu'au jour où une lettre officielle nous fut parvenue. Ma mère tomba en syncope en découvrant le contenu de cet écrit, qui nous informait de la mort terrible de mon père sous l'effet d'une balle en plein tête. Je ne puis dire pourquoi, mais à ce moment-là, toute ma haine envers lui disparut et fit place à une affreuse infamie. C'est alors que l'idée de devenir soldat me traversa l'esprit. Je voulais absolument justifier l'absence de mon père défunt, afin de me débarrasser de ce poids lourd qui était déposé sur mon cœur. Et à mon tour, j'étais obligée d'abandonner ma femme et mon fils qui venaient de naître pour me retrouver dans un monde au-delà de toutes mes attentes. Une aventure que seuls les plus courageux ont la force de mener. Car, en exerçant ce métier, je pris conscience de plusieurs choses. J'ai compris que ma souffrance due à l'absence injustifiée de mon père ne valait rien comparée à celle qu'il éprouvait quand il luttait à chaque instant pour rester en vie et défendre son pays. J'ai goûté à l'aigreur du sacrifice, celui qui consiste à avoir le courage d'abandonner sa famille pour de nobles raisons. J'ai appris à pardonner, à aimer et à croire en la force divine, en espérant que tout cela se terminera un jour ou l'autre. Maintenant, je suis ici devant toi, écroulé sur le sol dans ce champ de bataille, abattu, détruit et blessé. Cette douleur ne résulte pas uniquement de cette balle que je me suis prise, mais de cette culpabilité qui me ronge intérieurement. Je regrette tout ce que j'ai pu dire ou penser à propos de mon père. Je regrette toute cette haine déversée sur mon entourage, mon fils que je n'ai jamais vu et dont le visage m'est inconnu, car dans quelques instants, je serai nommé défunt. La guerre est une épidémie fatale qui ne cesse de se propager. Elle a pour seul but d'anéantir la race humaine et encourager le conflit entre les peuples. Elle a contribué à détruire des tas de maisons et de récoltes et à chasser des milliers de gens de leur demeure et les a privés de leur unique source d'alimentation. Nous avons appris à devenir insensibles à la vue de tous ces soldats blessés et agonisants, à s'entretuer et à se faire du mal en se souciant uniquement de notre propre personne et en aspirant qu'au fait de rester en vie sans pour autant se soucier de celle des autres. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de dire adieu à cette aventure. L'éloquence d'un moribond. On dit souvent qu'il y a bien un équilibre dans le déséquilibre, qui nous pousse à vivre, à nous adapter aux conditions de vie auxquelles nous sommes souvent soumis, tels de nombreux hommes, ces fantassins qui, confrontés à l'inhumanité de la Première Guerre mondiale, offrant, vu du bas de la hiérarchie militaire, ne cessent de resserrer l'étau autour de pauvres poilus, combattant assidûment
afin de raviver une patrie que l'ennemi a détruite avec ses obus innombrables. Conscient que leur âme est dérobée à chaque matin où ils s'apprêtaient à quitter les tranchées. Du calme relatif de l'hiver aux grandes offensives du printemps, la vie du poilu est faite d'instants d'accalmie, de patrouille, de rotation et de permission, ainsi que de grandes batailles. On ne pourra point échapper à ce combat accablant qui me brisa les os, me déchiqueta la chair. Mais malgré cela, la chair est cendre et l'âme est flamme. Au cœur de ce charnier humain, auprès des cadavres de la veille, saisi par le bourreau de la mort, délaissant cette petite lueur d'espoir anodine que cette guerre insensée cessera un jour. Mon souffle s'appauvrit. Le sang qui coulait dans mes veines se resserra. Un moment d'extrême intensité parvena. Une confusion profonde, mêlant peur et angoisse, les planquait. Du bombardement à l'artillerie. Il faut reconnaître le calibre, le type de projectile, leur direction, une canonnade infâme et massive s'apprêtait. Ce fatalisme, venu d'une indifférence suspecte, semblait dominer. Quand d'un coup, je reçus une balle aux jambettes. Assailli, à terre, impuissant sur l'échafaud. Que d'amertume et de peine, immobile, gisant d'une offense horrible, traînant à peine sur le côté afin de m'éclipser. Étant blessé, je deviens vide de sens, sans intérêt, translucide. Ignorant le peu de temps qu'il me reste à vivre, patient face à la mort. Madame, la mort. Monsieur, la mort. On en a vu mourir 10. On en enverra toucher 100. Mais que son tour vienne. Pour en faire de nous un tas de bleus dans les champs. Je gémirai. Je tressaillerai au bruit, au point de répéter le chaque obus. Cette guerre est une machine à broyer les corps et les âmes, une vraie éponge sanguinolente. À travers ce discours, je tentais de dissuader un soldat qui s'obstinait, allant tenir lieu du front. Il semblait de marbre, peu confus. Que d'hallucinations, ces mots réprimés, ignorés, des simulateurs qui seront cruellement sanctionnés pour avoir cédé à la panique. Une réticence individuelle croissante, mon autre cède à ma droite. Dès lors, j'eus un étrange flashback. Ce fut mon enfant. Oui, mon enfant. Mon enfant qui, pleurant mon départ, défaisait ma valise et tentait de me dissuader vainement. Lorsque le sens du dévouement et du sacrifice trônait dans mon esprit, ou encore une pure et simple abnégation envers ma patrie. Il me manque cruellement. Si j'avais su que cette étuve serait incessable, je ne m'y serais point engagée. Hélas, le regret ne fera qu'endommager mon esprit tardif. Ma compassion de les avoir délaissés, aucune pénitence ni contrition valable pour mon péché. Que d'attrition et de nostalgie déplorables à ressasser mes idiotes jérémiades, afin de me consoler. Mon seul et unique désir sera de les retrouver,
de les serrer dans mes bras, une dernière fois. Et j'en fais le deuil, un agglomérat de désespoir qui me chagrine, tant de transes et de souffrances, qui me surpasse. De l'enfer chargé de mitraille qui éclate, aux cris des malheureux qui appellent. On prie, on part, on quête d'une paix qui sur terre n'existera jamais. Le harcèlement. La semaine passée, en arrivant dans la fameuse cour du collège, j'ai pu apercevoir et assister à une scène de harcèlement très choquante et violente. J'étais près de mes amis, face à deux filles qui se disputaient, je les regardais et j'essayais tant bien que mal de comprendre ce qui se passait, mais en vain. C'est seulement après quelques minutes que j'y suis parvenue. La fille de gauche criait haut et fort et traitait l'autre de tous les noms devant tout le monde, sans aucun scrupule ni aucune gêne, à croire que c'était normal de prononcer ces mots tellement blessants et vexants. Elle lui disait qu'elle était obèse, grosse, inutile, laide, dégoûtante, qu'elle ne servait strictement à rien, sauf à lui faire monter et descendre ses affaires. L'autre fille avait les larmes aux yeux. Elle s'était sentie humiliée. Cependant, elle restait muette. Pas un seul mot sortait de sa bouche. Aussitôt, elle la gifla et la mit à terre, vu qu'elle ne disait rien. À ce moment précis, j'étais révoltée. J'étais hors de moi. Je n'en croyais vraiment pas mes yeux. Moi, impatiente que les éducateurs viennent les séparer, et ne voyant personne réagir, comme si les autres autour étaient spectateurs du malheur de la pauvre fille, à croire qu'ils étaient confortablement installés dans une salle de cinéma, je me suis donc sentie obligée de le faire seulement et uniquement pour le bien-être de cette fille, ainsi que pour l'épauler et la soutenir, lui montrer qu'elle n'est pas seule. Je ne pouvais pas laisser passer la chose. Je n'avais guère le pouvoir de faire semblant de n'avoir rien observé. C'est pour ces raisons-ci que j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis décidée à intervenir afin de mettre fin à tout cela. Sans même penser à quoi que ce soit, je me suis directement dirigée vers la fille plaquée contre le sol et je l'ai bien évidemment aidée à se relever. Elle ne put retenir ses larmes en me racontant les cauchemars et les misères qu'elle avait vécues et subies durant bientôt 2 années successives. Je l'ai rassurée comme je pouvais et je l'ai serrée fort dans mes bras en lui disant que cet enfer était enfin terminé et qu'elle n'avait plus rien à craindre dorénavant. On entra toutes les deux dans le bureau du proviseur et on lui raconta tout ce qui s'était produit, sans oublier de souligner ce que lui infligeait cette méchante et cruelle fille au quotidien. Elle fut convoquée en personne ainsi que ses parents, et elle fut automatiquement exclue de l'école pour avoir commis de tels actes odieux et impardonnables. La gentille fille me remercia de ma bravoure et de l'avoir aidée à sortir de cet enfer. J'étais fière de moi-même d'avoir su aider une personne en situation difficile, malgré mes craintes, mes peurs et mes angoisses. Qu'il est doux d'écouter de belles histoires d'amitié. Qu'il est doux d'écouter de belles histoires d'amitié et qu'il est beau et plaisant de voir deux personnes qui s'aiment, se respectent, s'entraident et se pardonnent. Mais on se demande si cela est aussi vrai et durable dans les histoires racontées que dans la réalité. L'amitié est-elle vulnérable et éphémère ou au contraire forte, éternelle, résistante à tout? La réponse à une telle question requiert beaucoup de sagesse et d'expérience dans cette vie. À mon âge, je ne suis pas en mesure d'affirmer quoi que ce soit. Je ne peux rien confirmer ni infirmer, bien que j'estime que c'est le temps qui confirme l'amitié, cette union des âmes dans la vertu et le lien. Une relation qui exige un travail des deux côtés, une réciprocité. Le psychosociologue écrivain Jacques Salomé compare l'amitié à une écharpe relationnelle. Oui, une écharpe dont chacun tient une extrémité. Si l'un lâche, l'autre aurait beau tenu même à l'éternité, le lien n'existe plus. Toujours est-il que je me permets de partager avec vous mon propre témoignage. J'aimerais vous parler de la personne
qui m'a fait découvrir l'amitié. Et m'a permis de l'apercevoir et d'en construire ma propre vision. Une personne qui était présente parmi nous l'année dernière et qui, bien qu'elle soit actuellement à l'étranger, est présente aussi cette année, grâce à sa sincérité qui force le respect et que mon encre noire s'honore de décrire sur ce papier blanc qui s'illumine à chaque lettre et à chaque mot. J'ai eu la chance d'avoir une bonne camarade, oui, charmante, ou mieux encore, belle d'esprit. Elle était un peu marginalisée car différente, cependant très aimable, simple, forte et indulgente. Parfois, quand j'essayais de la défendre, elle m'en empêchait. Elle trouvait toujours une raison d'accepter, de tolérer et de pardonner. Quoique discrète, ne parlant jamais de sa vie, je me sentais toujours à l'aise de tout lui raconter, car elle avait le don de m'écouter. Peu à peu, elle est devenue plus qu'une bonne camarade, une amie, une confidente. À l'école, nous étions inséparables, complices. Nous avions forgé une relation de confiance et de joie. Mais quand j'ai appris qu'elle devait quitter le Maroc à la fin de l'année, j'ai commencé à faire son deuil bien avant son départ. Car je croyais au dicton, loin des yeux, loin du cœur. Après les vacances, la reprise scolaire m'était pénible, sans goût. Mes journées devenaient monotones. Jusqu'au jour où elle me surprend par son appel. De la Scandinavie, elle me parle pour me dire que je lui manque et qu'elle me tiendra au courant de tout ce qu'elle vit là-bas. J'étais encore plus surprise quand je rencontre sa mère qui me demande des nouvelles de sa fille, en étant sûre que j'étais plus proche d'elle que quiconque. Sincèrement, j'ai eu honte de moi d'avoir essayé de ranger Yasmine avec mes anciens livres scolaires. Mais j'ai appris qu'il faut croire en l'amitié. Oui, croyez en l'amitié. Dans la vie, nos chemins peuvent se séparer après être rencontrés. Mais nos cœurs sont plus forts et plus magiques pour être contenus dans un espace fini et limité dans le temps. Ni le temps, ni l'espace ne peuvent anéantir ou même affaiblir des sentiments nobles et sincères. Yasmine n'est plus parmi nous au collège, mais elle demeurera là, dans mon cœur. Elle enchante mes pensées et fait partie de mes prières. À mon sens, l'amitié répond au doux nom de Yasmine. Et j'ai pris envers moi l'engagement de respecter ce lien autant faire se peut. Qui sait, nos chemins se re-rencontreront un jour, ici-bas ou à l'au-delà. Donc l'amitié est inébranlable tant qu'on y croit. Enfin, je voudrais remercier Madame Wissal pour tout ce qu'elle fait pour nous. Aussi nos chers parents pour être là, à nous entendre et à nous donner le courage afin de continuer notre route vers l'avenir. Je voudrais même remercier ma tante qui m'a énormément aidée afin de réaliser ce texte et à qui je dois tout mon respect et tout mon amour. Merci.